Pourquoi l'Afrique du Sud est-elle ignorée? Elle était autrefois le phare de l'espoir pour tout un continent, et pourtant aujourd'hui elle est au bord du désastre. Le réseau électrique a été paralysé, laissant les citoyens dans l'obscurité pendant des heures. La corruption a pénétré tous les recoins de la société sud-africaine, entraînant un chômage record, des écoles en échec et une crise sanitaire. Et un adversaire inquiétant émerge pour contester la première place de l'Afrique du Sud dans l'ordre des nations d'Afrique subsaharienne. Cette catastrophe en cours réfute clairement les prévisions optimistes faites par des observateurs extérieurs qui ignorent les dures réalités sur le terrain. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, tant pour les Sud-Africains confrontés à cette crise que pour la communauté internationale qui dépend de la région pour des minéraux et des ressources clés. L'avenir de cette nation a des implications majeures pour le paysage économique et géopolitique du XXIe siècle. Au cœur de la crise multiforme de l'Afrique du Sud se trouve un réseau électrique au bord de l'effondrement. Eskom, la compagnie publique d'électricité chargée de maintenir l'éclairage du pays, se retrouve noyée sous les dettes tout en tentant de défaire des décennies de mauvaise gestion. En conséquence, le réseau subit régulièrement des délestages, un autre terme pour désigner les coupures de courant tournantes. Cela est causé par un grave déficit de capacité du réseau électrique sud-africain. Eskom a déclaré qu'ils ont besoin de 4000 à 6000 MW supplémentaires pour mettre fin au délestage. Cela signifie qu'il devrait ajouter l'équivalent de 5 centrales nucléaires ou de 10 centrales à charbon pour combler le déficit actuel. Les coupures de courant sont désormais une réalité trop courante en Afrique du Sud. Les entreprises s'arrêtent, la productivité chute et les routines quotidiennes sont perturbées lorsque des coupures de courant aléatoires frappent le pays. On espère souvent que l'énergie verte réglera ces problèmes, imaginant un avenir où soleil et vent fourniront une énergie infinie. Cependant, les énergies renouvelables restent peu fiables et ne suffisent pas à couvrir les besoins énergétiques essentiels d'un pays fonctionnel. Il est urgent de stabiliser le réseau électrique et de mettre fin aux coupures de courant fréquentes, mais malheureusement, la réponse du gouvernement a été lente et insuffisante. Au lieu de résoudre les vrais problèmes de ESCOM, les décideurs optent pour de petites actions inefficaces et présentent tant toujours l'énergie verte comme une solution miracle. L'impact de cette crise énergétique va bien au-delà de l'inconvénient de quelques maisons plongées dans l'obscurité et d'usines à l'arrêt. Elle frappe au cœur de la vitalité économique de l'Afrique du Sud, décourageant les investissements étrangers et étouffant l'esprit d'entreprise. Les multinationales, autrefois désireuses de s'implanter dans l'économie la plus industrialisée d'Afrique, regardent désormais la situation avec méfiance. Les petites et moyennes entreprises, qui constituent la colonne vertébrale de l'économie sud-africaine, se retrouvent particulièrement vulnérables. Leurs marges réduites sont mises à mal par des pertes d'électricité imprévisibles. Le poids de ces coupures de courant successives pèse aussi surtout sur les pauvres et les marginalisés, tandis que les riches installent des générateurs de secours alimentés au diesel et au propane. Dans ce contexte, les défaillances de SCOM deviennent plus que de simples problèmes techniques. Elles accusent une classe politique déconnectée des difficultés du peuple qu'elle doit servir. La crise énergétique ne peut être résolue que de deux manières, soit par l'effondrement de la société civile sud-africaine, soit en servant de catalyseur à une remise en question longtemps attendue. Si cette remise en question doit avoir lieu, elle doit commencer par la corruption enracinée de la compagnie d'électricité et des politiciens qui contrôlent son financement. La mauvaise gouvernance s'est étendue bien au-delà de la compagnie d'électricité. En Afrique du Sud, une étude du Fonds monétaire international estime que la corruption coûte à l'Afrique du Sud plus de 32 milliards par an, soit l'équivalent de 10% du produit intérieur brut national. Ces tentacules de la corruption s'étendent à tous les niveaux du gouvernement. L'un des pires exemples est le vaste scandale de capture de l'État impliquant le gouvernement de l'ex-président Jacob Zuma. Ajay Atu et Rajesh Gupta, frères originaires d'Inde, ont immigré en Afrique du Sud dans les années 1990 et bâti un empire commercial dans les médias, la mine et la technologie. Ils ont développé une relation étroite avec Jacob Zuma, qui a été président de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018. Des allégations ont émergé selon lesquelles les Gupta auraient utilisé leur lien avec Jacob Zuma pour influencer les nominations au sein du cabinet, obtenir des contrats gouvernementaux lucratifs et accéder à des informations sensibles de l'État.
Ils ont été accusés d'avoir offert des postes à des politiciens favorables à leurs intérêts et d'avoir fait pression pour orienter les affaires de l'État vers des entreprises des Gupta. L'un des incidents les plus notoires concerne des allégations selon lesquelles, en 2013, les Gupta auraient fait atterrir un avion privé rempli d'invités de mariage sur une base militaire sécurisée, contournant les procédures habituelles. Le scandale a également impliqué plusieurs hommes politiques et responsables de haut rang. L'ex-vice-ministre des Finances affirme avoir reçu une offre de pot de vin des Gupta pour diriger le ministère des Finances et promouvoir leur programme. C'est encore une autre raison pour laquelle les investissements étrangers en Afrique du Sud diminuent. Selon la Banque mondiale, l'investissement direct étranger en Afrique du Sud est tombé à seulement 9 milliards en 2022. L'an dernier, l'investissement direct étranger approchait 40 milliards. Mais il ne s'agit pas seulement du gouvernement central. L'auditeur général d'Afrique du Sud a constaté que 98 municipalités n'ont pas obtenu d'audit sans réserve. Ce crime se traduit par des routes en ruine, des hôpitaux en sous-effectif et des écoles fermées, une trahison envers la génération post-apartheid de cette nation. Le secteur de la santé, pilier de toute société fonctionnelle, a été particulièrement touché. Il souffre, aggravé par les pénuries fréquentes de médicaments et d'équipements essentiels. L'Afrique du Sud se trouve également au bas de l'échelle des pays en matière d'échec scolaire. Une étude a révélé que 81% des élèves de 4e année en Afrique du Sud étaient incapables de lire avec compréhension. La culture de la corruption s'étend aux enseignants fantômes qui perçoivent des salaires sans jamais mettre les pieds dans une salle de classe, détournant ainsi des ressources précieuses des élèves qui en ont le plus besoin. Pendant ce temps, les agences de notation de crédit Moody's et Fitch ont rétrogradé la dette souveraine de l'Afrique du Sud au statut de junk, rendant le financement des projets plus difficile. Elle doit redresser la situation. Les gens en ont clairement assez du gouvernement, comme en témoigne la baisse du taux de participation électorale et la montée des mouvements populistes qui savent exploiter leur frustration. La défiance envers les institutions de gouvernance menace la démocratie sud-africaine, car le contrat social entre l'État et les citoyens se fragilise et la corruption dépasse le seul gouvernement. De grandes entreprises comme Steinhoff et Tongtulit ont aussi menti sur leurs finances. Leurs scandales comptables ont fait perdre des milliards à la bourse. La cupidité des politiciens corrompus et des hommes d'affaires ne freine pas seulement la croissance de l'économie, elle élargit aussi l'écart entre les riches et les pauvres en Afrique du Sud. Tout cela a préparé le terrain pour que l'Afrique du Sud perde sa position de prééminence sur le continent. L'Afrique est le continent le plus difficile sur lequel bâtir une civilisation. Son abondance de jungles, de montagnes, de marécages et de déserts rend le développement difficile. Mais ce sont les plateaux de l'Afrique qui vous font arracher les cheveux. En conséquence, aucun des fleuves d'Afrique subsaharienne n'est navigable, tandis que ces rares lignes de chemin de fer sont vieillissantes et principalement destinées à l'extraction de certaines matières premières dans des endroits isolés. L'Afrique du Sud et l'Angola sont les deux légères exceptions aux défis géographiques de l'Afrique. L'Afrique du Sud se trouve en dehors de la zone tropicale, ce qui signifie que sa population est exposée à beaucoup moins de maladies. Elle a assez d'habitants pour financer ses infrastructures et employer une main-d'œuvre locale qualifiée pour les construire. Le leadership de l'Afrique du Sud dans l'or, les diamants et le platine est aussi très utile. La grande partie des hautes terres d'Afrique du Sud ne s'arrête pas à ses frontières. Elle s'étend vers le nord comme une colonne vertébrale au centre du continent. Les Sud-Africains ont construit des routes et des voies ferrées le long de cette colonne vertébrale pour extraire ces ressources clés vers le seul port de taille importante de la région, situé en Afrique du Sud. Ils accèdent ainsi à une main-d'œuvre bon marché quasi inépuisable, tout en dominant l'économie du Lesotho, de l'Eswatini, du Botswana, du Zimbabwe, de la Zambie et du sud du Congo durant des décennies. Pour transporter des marchandises en vrac comme la bauxite, le blé ou le cuivre, il fallait passer par l'Afrique du Sud. La seule nation capable de perturber ce réseau commercial est l'Angola. L'Angola est l'une des rares nations africaines à climat non tropical, favorisant un développement similaire. De plus, elle peut s'autofinancer via les revenus pétroliers offshore. Le pays a passé 3 décennies dans une guerre civile brutale qui a fait plus de 800 000 morts et créé 8 millions de réfugiés.
Mais l'ethnie dominante, les Mbundu, est depuis sortie victorieuse et a consolidé son pouvoir. Pendant la guerre civile, des milliers de Sud-Africains ont été déployés en Angola pour y participer. Mais maintenant, les Mbundu sont prêts à renverser la situation. Ils utilisent leurs revenus pétroliers pour financer, pour la première fois dans l'histoire moderne, un développement des infrastructures, ce qui jouera un rôle crucial dans le développement économique de l'Angola. Le projet inclut un port à conteneurs à Lubito, capable de traiter 37 millions de tonnes par an, et le chemin de fer de Benguela, reliant le port à l'intérieur du continent africain. Ce réseau logistique détournera le trafic contrôlé depuis un siècle par l'Afrique du Sud, mettant fin à son emprise régionale. Des pays riches en cuivre comme la République démocratique du Congo et la Zambie exportent déjà leurs minerais, essentiels à la révolution verte, vers la côte ouest. Ce sera à l'Afrique du Sud de réagir, mais elle est mal placée pour le faire. L'Afrique du Sud avait autrefois des forces spéciales très compétentes qu'elle déployait dans toute la partie sud du continent. Cependant, avec la fin de l'apartheid, l'armée s'est effondrée. Il faudrait un effort soutenu sur plusieurs années pour régénérer les forces expéditionnaires du pays. Même l'entretien des infrastructures que l'Afrique du Sud a construites il y a des années retombe à des standards africains plus typiques. Les Mbundu demeurent pleinement capables militairement. Ils ont utilisé leur puissance militaire pour installer des gouvernements amis en Namibie et ont mené des bombardements en Zambie pour dissuader d'éventuels ennemis. Et l'Afrique du Sud n'a peut-être même plus l'énergie de se battre. En plus de leurs problèmes économiques et des défaillances du réseau électrique, la population doit aussi faire face à une recrudescence des maladies. Près de 80% des Sud-Africains ont la tuberculose et 30% des femmes enceintes sont séropositives. Cela a décimé la main-d'œuvre qualifiée et les recettes fiscales d'Afrique du Sud, empêchant le gouvernement de maintenir la croissance, la sécurité et les infrastructures de l'époque de l'apartheid. En revanche, l'Angola a largement échappé aux ravages du virus de l'immunodéficience humaine, ce qui lui permet d'avoir l'une des populations les plus saines de toutes les nations africaines. Leur étoile monte, tandis que celle de l'Afrique du Sud décline. C'est un tableau sombre. Alors imaginez qu'un dirigeant de classe mondiale soit élu pour diriger l'Afrique du Sud. Que ferait-il exactement ? Pour commencer, il devrait rétablir l'électricité à moyen terme. Cela signifie construire des centrales électriques. Si vous obtenez un financement du Fonds monétaire international pour le solaire ou l'éolien, faites-le. Mais les centrales à charbon sont opérationnelles en 2 à 3 ans. Dans des circonstances idéales, les centrales nucléaires prennent un peu plus de temps. Mais l'Afrique du Sud a besoin de tout cela. L'électricité stable ne doit pas être un privilège des riches. La planification des coupures de courant impose aux entreprises locales des coûts supplémentaires qui les rendent non compétitives. Pour résoudre ce problème, à court terme, ils pourraient louer de la production d'électricité ailleurs. Voici comment cela fonctionnerait: engager une centrale électrique flottante comme la société turque Karpowership, qui utilise du gaz naturel pour produire de l'électricité. Un navire se connecte au réseau et accepte des livraisons de gaz naturel liquéfié qu'il transforme en électricité pour le réseau. Des entreprises dont Salos Ampis ont déjà remporté un appel d'offres pour fournir 1220 MW à l'Afrique du Sud, mais elles font face à des résistances, parce que le gaz naturel n'est pas assez écologique. Et à cause de la hausse des prix du gaz naturel liquéfié, mais nous devons nous demander, combien cela coûte-t-il à l'économie sud-africaine de faire face à ces coupures de courant à répétition ? Tous ces générateurs de secours, le diesel et le propane qui sont brûlés, ce n'est pas vraiment propre. Qu'en est-il des entreprises qui ont dû fermer parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'avoir une alimentation de secours? Et qu'en est-il des personnes qu'elles pourraient employer? Le taux de chômage officiel de l'Afrique du Sud a atteint un niveau record de 32 en 2024. Cela représente 72 millions de personnes sans emploi, mais il se pourrait bien que ce soit une estimation basse. Lorsque l'on prend en compte les chercheurs d'emploi découragés, ceux qui ont perdu espoir de trouver un emploi, le taux grimpe à 43. Résolvez les problèmes économiques et la corruption, puis la criminalité et les problèmes de santé disparaîtront rapidement. C'est la base de la pyramide de Maslow. Vous pouvez ensuite projeter votre puissance dans la région et sécuriser ses ressources minières. Vous pouvez équiper correctement votre armée et fournir une aide sociale de base à votre population. Mais cela doit être structuré et basé sur les besoins, pas un sous-produit du pouvoir et de la corruption. J'espère sincèrement que l'Afrique du Sud trouvera une issue à ce chaos, mais je ne suis pas optimiste. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Leur principal partenaire commercial, la Chine, est aussi en difficulté. Nous avons réalisé une vidéo détaillant l'économie chinoise que vous pouvez visionner.